Donc, Claire Léger est archéologue, diplômée de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Elle a d'abord eu des expériences sur des sites de fouilles dans le sud de la France, à Bibrac et Juste-en-Série. Depuis 2021, elle a posé ses valises à Toulouse comme régisseur des collections expositions pour les musées départementaux de la Haute-Garonne. Et bien entendu, elle est aussi la co-déléguée de la section Pierre-Med, et avec donc Sophie Gagnal, et la directrice de la réponse à l'urgence pour le bouclier bleu France. Et c'est justement de cet aspect-là dont elle va nous parler maintenant, de l'organisation de la réponse à l'urgence suite à la... Parler d'une spécificité du bouclier bleu qui est donc l'organisation de la réponse à l'urgence, qui est une particularité de l'association qu'on a mis en place. Et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que cette particularité, on va dire, du bouclier bleu. Donc, Marie vous a présenté l'association de manière générale. Elle vous a présenté les différentes sections qui sont des sections géographiques. Et depuis peu, nous avons donc l'ORU, qui est l'organisation de la réponse à l'urgence au sein du bouclier bleu. Concrètement, et de manière très schématique, on avait un espèce de rêve qui était d'être l'équivalent de la Croix-Rouge, mais pour le patrimoine. Ça, c'était le postulat de départ. D'ailleurs, on a une convention en fait qui a été signée entre la Croix-Rouge et le Bouclier Bleu qui remonte à 2015. Il y a eu des premières bases qui ont été jetées, notamment durant l'intervention du Bouclier Bleu à Cologne. Vous avez vu les images précédemment. Donc, on était en 2009. On a essayé de mettre en place des espèces de fiches d'organisation d'un centre de traitement qui s'étoffera par la suite avec Haïti, comme l'a dit Marie. Et à la suite d'Haïti, on était même parti sur un projet qui s'appelait Arche. Dans l'idée, en fait, on voulait créer un conteneur dans lequel il y aurait tout le matériel d'intervention d'urgence. Il y aurait la possibilité de mettre en place des formations pour les personnes en fait qui ont directement subi le sinistre, afin qu'elles soient autonomes. Et l'idée, c'était du coup de pouvoir amener des compétences, non pas pour faire, mais pour pouvoir permettre en fait aux personnes de faire. Dans la foulée, donc, il y a eu la création d'un premier organe de réponse à l'urgence qui a été déployé dans toutes les sections locales en 2011 avec une recension par cartographie des aléas, des enjeux. On sait pertinemment que certaines sections ne sont pas soumises aux mêmes aléas que d'autres. Ici, vous avez les orages cévenols. Si vous commencez à parler d'orages cévenols à la section Nord-Pas-de-Calais, ça va être compliqué. Vous n'allez pas parler de la même chose. Et donc, du coup, on a essayé de s'adapter en fait aux enjeux patrimoniaux de chaque région. Il y a eu le recrutement d'un chargé de mission en 2016 pour commencer un petit peu à structurer du coup cette organisation de la réponse à l'urgence et voir comment est-ce qu'on pouvait les mettre en place, toujours sur le schéma de la Croix-Rouge. On a été on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre au début, il faut le dire. Le bouclier bleu n'était clairement pas prêt à se structurer à ce niveau d'intervention sur le schéma Croix-Rouge. Du coup, ça a patiné un peu. Il y a eu une démotivation progressive des équipes au niveau local. Et pour des questions politiques et sociales en Haïti, le projet Arche finalement n'a jamais vu le jour et il a été complètement dissous là cette année. Et donc du coup, ça a freiné en fait notre idée de départ de développement. C'est une dynamique qui s'est achevée en fait par les inondations de 2016 où clairement on n'a pas pu nous mobiliser et on n'était pas adapté. On n'a pas été en capacité de répondre aux attentes qu'il y avait sur ces inondations. Et donc, on s'est recentré sur tout ce qui était prévention, développement des formations, comme Marie a pu vous le présenter dans la première partie.
Pour autant, il y avait une vraie nécessité d'intervention et d'aide et d'assistance sur le patrimoine sinistré. Et disons-le clairement, il y a eu un alignement des planètes puisque en 2019, la protection du patrimoine, en fait, est devenue une obligation des SDIS. C'était pas le cas avant. Et c'est devenu une obligation à partir de 2019. Et là, en fait, on s'est dit, bah, banco, c'est là, en fait, où il y a une carte à jouer. Si nous, on n'est pas en capacité de le faire seul, bah, faisons-le accompagner, proposons aux SDIS nos compétences, nos capacités, notre formation, parce que ça, on sait faire et on a les compétences techniques pour accompagner sur la protection du patrimoine, là où eux ont la compétence technique pour accompagner sur l'opérationnel et la structuration. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là qu'on est parti avec la volonté, du coup, de faire reconnaître notre expertise et d'y aller non plus seul, mais bel et bien accompagné. On a eu donc des réunions préparatoires avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sûreté, sécurité de crise et gestion de crise au sein du ministère. Hein, donc c'est l'acronyme que vous avez, l'espèce de gros mot DGSCGC. Voilà. Et en fait, du coup, on a eu dès lors la volonté de définir le périmètre de demande donc d'accréditation de sécurité civile. C'est ce que Marie vous a présenté tout à l'heure, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et donc, depuis début 2022, on cherche en fait à pouvoir prétendre à cette accréditation pour pouvoir accompagner le SDIS dans ses missions opérationnelles. Donc, il y a eu un gros travail d'actualisation de l'ORU, donc de l'Organisation de la réponse à l'urgence, depuis l'été 2022 pour pouvoir envoyer la demande fin 2022. Et donc, comme Marie l'a dit, cet agrément de sécurité civile a été accordé en juin 2023 sur l'ensemble du territoire national pour la protection des biens et du patrimoine culturel au titre de l'ORSEC. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, le bouclier bleu va être déclenché dans le cadre des opérations ORSEC au même titre que les SDIS et au même titre que la protection civile. C'est donc pour ça que l'organisation de la réponse à l'urgence a été créée. C'est en fait la structure opérationnelle, c'est le bras actif du bouclier bleu qui a pour mission de conseiller, d'évaluer et d'intervenir dans les zones où le patrimoine est menacé ou alors a subi des dommages. Ces interventions, Marie l'a dit et je le redis, c'est très important à intégrer. Nous ne pouvons intervenir qu'à la demande de l'État ou du bâtiment ou de l'établissement patrimonial qui a été impacté. En aucun cas, le bouclier bleu va intervenir dans une zone où il ne serait pas attendu où il n'aurait pas été appelé. On peut également être appelé à la demande des services de secours qui ont conditionné avec le bouclier bleu, donc que ce soit les SDIS, mais pourquoi pas la protection civile, etc. Donc comme Marie l'a dit, là on a conventionné avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en cours avec le SDIS de l'Oise et on a déjà du coup une convention avec le SDIS de l'Ariège. On est d'ailleurs intervenu sur un incendie cet été auprès de l'église d'Ax-les-Thermes. Et l'idée, c'est que les conventions qu'on est en train de poser aujourd'hui sont les premiers jalons de conventions qui vont arriver là, dès l'année prochaine, en fait, où là, on pose les premières bases, on va dire, à l'échelle nationale et avec des SDIS qui sont déjà très développés et pour qui les questions de sauvegarde du patrimoine sont déjà très avancées. Et dans un second temps, on va aller prendre notre petit bâton de pèlerin et aller toquer à tous les SDIS en disant, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'il existe aujourd'hui, voilà ce qu'on peut vous proposer et est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, entourer la bonne réponse, quoi. L'idée, c'est un petit peu comme ça et c'est dans ce sens-là qu'on va avancer. Et donc concrètement pour ça, il a fallu mettre en place toute une organisation. Donc l'organisation, elle se déploie en deux parties. On a d'une part une coordination opérationnelle et d'autre part une réserve opérationnelle. Donc la coordination opérationnelle, concrètement, c'est le premier maillon de la chaîne d'action du service de la réponse à l'urgence qui comprend les 5 responsables opérationnels
L'Europe, donc les responsables d'opérations opérationnelles qui ont été formés tous la semaine dernière, qui sont en charge d'une astreinte téléphonique qui est en fait le premier maillon qui répond au téléphone en cas de problème, devient en fait la personne qui va piloter et coordonner toute la mission d'intervention. Il est du coup le référent unique auprès de l'établissement patrimonial qui a le problème et auprès du directeur de la réponse à l'urgence qui a été nommé parmi tous les ROP en fait et qui lui va avoir des questions bassement organisationnelles, de financement et d'envoi soit de matériel, soit de personnes sur place. Face à une situation particulière, il peut s'appuyer sur un collège d'experts, des régisseurs, des restaurateurs, des responsables patrimoniaux, etc. Puisque la force du bouclier bleu, Marie l'a dit, je le redis, et je pense qu'on le dit tous, c'est qu'on n'agit jamais seul, on est tout le temps en groupe. Et là où moi je vais avoir des lacunes, eh bien Anne-Sophie ou mes collègues Magali, Valérie, etc., eux vont avoir des forces. Et à l'inverse, moi je peux être complémentaire sur d'autres éléments. Et c'est en ça que le bouclier bleu a une réelle expertise. En cas d'intervention sur le terrain, donc le responsable d'opération va nommer au sein de la réserve opérationnelle ce qu'on appelle un élément léger d'évaluation et de commandement, c'est l'ELEC, qui va en fait effectuer une évaluation sur place. Je vous donne un exemple ultra concret. J'ai dû, il y a 2 semaines, coordonner une mission de réponse à l'urgence à l'établissement français de l'école orientale à Paris. Moi, j'habite à Toulouse, donc bien évidemment, je n'étais pas sur place. Donc, quand le monsieur sur place m'explique qu'il a 3 magasins complètement inondés qui font chacun 200 mètres carrés, je dois envoyer quelqu'un sur place qui sera mon relais, en fait, qui sera mes yeux et qui va m'expliquer concrètement en quoi je peux l'aider. Donc là, du coup, il a fallu très rapidement envoyer pas loin de 23 personnes pour évacuer les collections. Mais voilà, on a des relais comme ça qui se font et qui permettent de fonctionner. À partir de l'année prochaine, je vais dire la semaine prochaine, mais non, on a encore quelques mois avant fin 2020. Donc, à partir de l'année prochaine, on va ouvrir ce qu'on appelle la réserve opérationnelle, qui sont justement des intervenants qui sont mobilisables sur site. Ce sont des bénévoles dont la mission est d'apporter un renfort temporaire en cas de sinistre. Le but, c'est que nous, on va se positionner dans une mission qui a un début et qui a une fin. On est là pour une mission d'urgence, pour accompagner sur les premiers temps en fait de l'intervention et pour pouvoir donner les clés de telle façon à ce que l'établissement patrimonial puisse ensuite continuer son poste sinistre et ses interventions sur le long terme en ayant toutes les clés en main. Ce sont des membres qu'on appelle des réservistes. Hein, on emprunte au jargon des associations qui sont déjà très bien formées là-dessus. On n'invente rien et on forme du coup un réseau mobilisable. Vous l'avez compris, plus on aura de bénévoles dans cette réserve opérationnelle, plus on saura se mobiliser sur la totalité du territoire. Donc on va vous former, ne vous inquiétez pas, on vous lâche pas dans la nature sur un incendie ou sur une inondation en vous disant allez-y, c'est bon. Donc il va y avoir toute une phase de formation, toute une phase aussi de dotation de matériel, puisqu'en fait on va fournir du matériel dont des dispositifs d'identification pour que vous soyez en sécurité. Le but c'est effectivement la mise en sécurité des agents. Et vous aurez accès au matériel collectif si nécessaire. Actuellement, donc le projet Arche, je vous l'ai dit, a été totalement abandonné. Pour autant, le bouclier bleu a du matériel, on va dire, de premier secours en cas de souci. Aujourd'hui, il y a du matériel qui est stocké dans la région parisienne au sein du C2RMF. On réfléchit d'ores et déjà à en stocker également en région pour qu'en cas de sinistre, en cas de souci, on puisse accéder à des bâches, à des boîtes d'archives et à du matériel qui permette l'évacuation et le conditionnement en sécurité. Enfin, je vous en ai parlé, le collège d'experts, pardon, c'est un organe qui est constitué d'experts qui sont hautement qualifiés dans le domaine de secours et de la gestion de crise et à qui on peut faire appel. Ça, c'est le schéma d'intervention qui est un peu abrupt comme ça, mais concrètement, en fait, c'est très simple. On a donc un numéro de téléphone,
qui renvoie en fait sur tous les téléphones de tous les responsables opérationnels qui ont été formés. C'est le premier qui décroche qui gagne. C'est lui du coup qui prend l'appel et qui répond. Et à partir de là, il va mettre en place plusieurs en fait schémas. Soit il y a besoin d'une assistance téléphonique parce qu'il y a des questions, mais il n'y a pas forcément besoin d'assistance sur place et auquel cas il y a un rapport d'intervention qui est fait. Soit il y a besoin d'une intervention sur site et là, comme je vous disais, il y a la mobilisation d'éléments mobiles et en fonction de l'expertise qui est faite sur site, soit on fait un rapport d'intervention, soit à ce moment-là, il y a une coordination qui se met en place parce qu'il faut envoyer des agents, parce qu'il y a un réel besoin d'intervention et d'urgence. C'est les 3 niveaux que vous avez là. Donc, niveau 1, on évalue les dégâts, les ressources disponibles, les besoins, la durée de la crise et on propose éventuellement une aide. Niveau 2, c'est le niveau 1 plus une assistance technique avec la mise en œuvre de la chaîne opératoire, l'acquisition de matériel, etc. Et le niveau 3, participation technique. On forme les gens à l'évacuation et on est là, on est sur place et on les accompagne toujours sur une durée définie. On est vraiment sur des missions d'urgence. On ne veut pas se substituer à des restaurateurs ou des conseillers en conservation préventive qui, eux, seront là sur le long terme pour gérer le patrimoine. Nous, on est vraiment dans une intervention d'urgence. Le financement de cette réponse à l'urgence, Marie l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, c'est la cotisation des membres, c'est vos adhésions à vous, c'est la vente des petits logos réfléchissants pour mettre sur les œuvres, pour mettre dans les musées, c'est les formations et c'est un fonds d'urgence qui a été créé en 2011, qui est alimenté par des fonds propres, des dons qui sont éligibles à des déductions fiscales, c'est tout ce qui est le mécénat et ça sert en fait à couvrir les frais de transport, les coûts logistiques, les équipiers, le matériel nécessaire, etc. Nos missions, elles sont définies. Je vous en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. La procédure d'appel, voilà, si jamais vous avez un souci, concrètement, aujourd'hui, vos outils, c'est quoi? C'est un mail, astreinte urgence bouclier bleu. Alors, ce mail, on répond à des questions, encore une fois, d'urgence en cas de réel problème. C'est des moisissures, c'est j'ai une rupture de canalisation, qu'est-ce que je fais? C'est pas pour de la formation, on a d'autres mails pour ça. Donc là, on est vraiment sur de l'urgence. C'est le numéro de téléphone que vous avez là. Donc c'est un numéro de téléphone qui est ouvert de 7h à 21h aujourd'hui. On n'est pas 7 jours sur 7. On n'a pas les capacités humaines aujourd'hui de le faire. On espère le faire un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et concrètement, voilà, c'est un menu vocal. Si c'est une question de secrétariat d'adhésion, à ce moment-là, vous passez sur l'accueil normal du bouclier bleu. Par contre, si c'est une urgence, c'est le menu 2. Pardon, excusez-moi. Et nous, on répond. On a à notre disposition tout un tas d'outils de Drive, de Cloud, de WhatsApp, de compte LinkedIn qui nous permettent de faire un suivi de toutes ces urgences. Et on a une application de coordination qu'on a piquée aux sapeurs-pompiers. Je suis en train de m'étouffer. Et qui nous permet de renseigner en fait toutes les missions sur lesquelles on intervient. Les dispositifs d'identification. Magali, lève-toi. Nous avons des superbes chasubles boucliers bleus. Et on équipe tous nos agents de casques, d'équipements de protection, de tenues d'intervention. On ne vous envoie pas dans la boue. Voilà. Et puis voilà, et donc je remets une couche parce que voilà, c'est utile. Si jamais vous voulez adhérer, sachez que pour l'adhésion de 2023, nous acceptons les chèques à l'ordre du bouclier bleu, pas à l'ordre, voilà, jusqu'au 22 décembre, ce qui vous donnera également un droit de regard, typiquement sur les AG, etc., etc. Pour l'adhésion 2024, on a mis en place en fait la possibilité d'adhérer directement sur le site du Bouclier Bleu France. Donc vous avez le site web en bas de la diapo et là vous pouvez adhérer directement en ligne. Ça se fait très bien. Et voilà, je vous remercie à tous et j'espère vous voir très bientôt dans une section. J'ai une question déjà quelque temps. Si on est potentiellement prestataire, est-ce qu'on peut intégrer les bénévoles sous quelles conditions? Parce que j'imagine que c'est une question qui est déjà posée.
Alors, c'est effectivement une question qu'on se pose très régulièrement. La réponse, je suis désolée, la réponse, en tout cas que moi je vais apporter, et je vous verrai si les collègues ont peut-être d'accord ou pas, c'est que oui, sur le principe, on a besoin et on a besoin des forces libres et l'expertise que vous pourrez amener est bien évidemment une expertise qui va nous être bénéfique. Il faut bien, par contre, intégrer que l'intervention que vous ferez dans le cadre des missions d'urgence est une intervention bénévole. Et c'est aussi pour ça que ces interventions sont très clairement définies dans le temps. C'est pour qu'on n'impacte pas tout le travail que vous pourrez vous donner par derrière en tant que spécialiste. Mais bien évidemment, en tant que bénévole, on accueille tout le monde. Et puis voilà. Désolée pour l'écho. Ah oui, je suis vraiment désolée. Je sais pas à quoi c'est dû. Je reparle? Est-ce que... Oui, non, je toujours... Bonjour à tous, de Jérôme Alcazar des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Un bel écho. Juste rebondir sur votre intervention. Déjà, vous féliciter parce qu'effectivement, l'agrément sécurité civile, je pense que c'est un gros palier dans l'évolution et dans l'histoire des boucliers bleus. Ça institutionnalise votre action. N'abandonnez pas votre rêve de devenir le pendant de la Croix-Rouge pour tout ce qui est patrimoine, parce que c'est comme ça qu'on vous perçoit un petit peu les sapeurs-pompiers. Et juste apporter une précision sur votre présentation. Apparemment, c'est depuis 2019 que les SDIS ont obligation de protéger le patrimoine. C'est rentré dans la loi, c'est comme ça que je le lis un peu. C'est rentré dans la loi. Après, bien évidemment, ça, vous le faites depuis beaucoup. Voilà, voilà. Je n'ai pas cette notion que ce soit rentré dans la loi en 2019, parce que nous, effectivement, c'est depuis bien longtemps que dans la loi, les missions des sapeurs-pompiers, c'est protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dernièrement, en 2021, la loi, ce qui est rentré, c'est que maintenant, on doit protéger les animaux. Pareil, on les protégeait avant, mais c'est inscrit dans la loi. Par contre, je pense qu'en 2019, effectivement, le regard des SDIS s'est porté sur cette problématique suite à l'incendie de Notre-Dame. Et je pense qu'on ne serait certainement pas là s'il n'y avait pas eu cet incendie aujourd'hui. Donc, j'ai un petit doute sur l'entrée dans la loi de l'obligation faite aux SDIS de s'occuper du sujet en 2019. Voilà, c'est une petite précision, il n'y a pas de... En fait, je pense que c'est une directive liée à Notre-Dame, effectivement, et qui était la question qu'en fait, il fallait que ce soit développé dès le départ des interventions et pensé en amont. Mais après, encore une fois, on est tous conscients que ça fait partie de vos prérogatives depuis beaucoup plus longtemps que ça. Oui, et de vos préoccupations aussi. Les préoccupations, tout à fait. Alors, Oui. il y a question du chat. Alors, du coup, voilà, elle va récupérer le micro. Ah, Marie lève la main, oui. Je pense que Marie va apporter peut-être un complément d'information pour le SDIS. Vas-y, Marie. Merci Claire. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce sujet. Effectivement, c'est une note, la note à laquelle tu faisais référence, Claire, c'est une note de 2019 qui a été envoyée au mois de mai suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à l'ensemble des SDIS pour effectivement leur demander de travailler sur cette question de la protection du patrimoine avec les partenaires locaux, les DRAC et les établissements de leur territoire. Voilà, peut-être c'est plus ça. Ah, donc en fait, le complément d'information, c'est qu'il s'agit d'une note qui a été envoyée à tous les SDIS de la part du ministère en leur demandant, à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, de travailler en concertation avec les acteurs locaux, notamment avec les DRAC et avec les responsables du patrimoine, de manière à envisager des réponses communes et globales à la protection du patrimoine en cas de sinistre. Oui, excusez-nous, on avait donc 2 questions, ou 3, alors attendez. On avait déjà une question de quelqu'un qui nous demandait qui est ROP, en fait. Donc, puisque vous... Alors, moi, je lis qui est ROP, donc qui a été formé, j'imagine. Alors, les ROP ont été choisis, ou en tout cas, il y a un appel qui a été fait au sein des sections locales pour demander qui souhaitait être ROP.
les personnes qui ont souhaité devenir ROP ont dû envoyer en fait une lettre de motivation auprès du Conseil national d'administration et la présidente du Bouclier Bleu. Et il y a pour l'instant donc un petit nombre d'Europe, ils sont 14, qui ont été sélectionnés sur leurs compétences, sur leur investissement au sein de l'association, etc., pour faire partie, on va dire, pour essuyer les plâtres, hein, disons-le clairement, pour faire partie de la première vague de formation et mettre en place les choses. Donc ça, c'est le socle dur qui est, oui, une quinzaine de personnes. Au sein de ce socle a été nommé le DRU, donc le ou la directrice de la réponse à l'urgence. En l'occurrence, c'est moi pour cette année. Mais à partir de l'année prochaine, voilà, on va ouvrir ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Et là, pareil, il faudra candidater et on acceptera les candidatures. Voilà. Merci pour votre réponse. On a une autre question encore. Peut-être dans une le chat. dernière, parce que Alors, avant de passer à la suite. On a donc une demande sur le type de matériel qui est stocké au C2RMF, excusez-moi. Alors, là, pour le coup, c'est Marie qui pourrait mieux répondre que moi, parce que c'est elle qui a le listing en tête. Mais concrètement, on stocke du matériel, on va dire, de base, à savoir du polyane, du bulle, des boîtes d'archives, des boîtes de conservation, du Tivec, du buvard, du sopalin. Le C2RMF, en plus, a la chance d'avoir quand même du matériel pour aider également les institutions qui en ont le besoin. Donc, on peut mobiliser, par exemple, des déshumidificateurs ou ce genre d'équipement un peu plus lourd. Mais sinon, on est encore une fois sur du matériel de premier secours et d'évacuation. Oui, voilà. S'il y a d'autres questions, peut-être on pourra les centraliser en fin de journée et les reprendre en fin de journée. Et en tout cas, un grand merci, Claire. Merci à vous.